Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir pour les FIC Talk sur ce Forum international de la cybersécurité 2022. On salue les internautes puisque nous sommes aussi en streaming et en live. Alors, prochain intervenant, il est avec moi, je le présente. Nous allons parler de SOC et la machine learning. Est-ce un mythe ou une réalité ? Eh bien, Arnaud S. de la société Advance va nous expliquer tout cela. Bonjour Arnaud, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, on va parler SOC et on va parler machine learning ou d'intelligence artificielle au sens large du terme. C'est vrai que ce nom, il est souvent galvaudé. On met plein de mythes derrière cette notion de machine learning. La machine va détecter plein d'attaques. On va être capable d'anticiper, d'être dans la prévention. Le but de ce FIC Talk, c'est d'essayer de vous expliquer concrètement comment est-ce qu'on applique le machine learning dans le sujet du SOC. Et avant de parler de machine learning, on va parler de la menace. En fait, il faut comprendre que le SOC doit nécessairement s'adapter à la menace qui évolue tous les jours. Et les principales menaces qu'on a aujourd'hui se concentrent sur du phishing, du zero day, l'utilisation de processus et d'outils qui sont déjà dans l'entreprise. Et forcément, en face de ça, le SOC doit s'adapter. On n'est pas simplement sur de la menace de type brute force ou des choses comme ça. Donc, le premier challenge, en tout cas pour moi, pour le SOC, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir identifier un comportement anormal mais qui apparaît comme légitime. Je prends un exemple tout simple. On a des forces d'intervention de type CSIRT chez Advance. Et lorsqu'on intervient sur une attaque de type ransomware, dans 90% des cas, en fait, c'est un compte qui a été compromis et qui a permis à un attaquant de se connecter au système d'information. Donc, le compte compromis, c'est un login et un mot de passe qui a été volé par du phishing ou qui a été acheté sur le deep web ou le dark web. Donc, par définition, l'attaquant, quand il se connecte avec ce login et ce mot de passe, il est légitime. Ça veut dire que tous les mécanismes classiques qu'on a dans le SOC, il n'y a pas de brute force, il n'y a pas de tentative de connexion régulière. Dès la première connexion, il va pouvoir rentrer dans le système d'information et du coup, il va être légitime. Donc, on est en train de dire que tous les mécanismes un peu classiques du SOC, qui fonctionnent beaucoup sur des règles avec des seuils, ne vont pas pouvoir détecter ce type d'attaque, puisque par définition, il n'y a rien, il n'y a aucun signal qui veut dire que le compte a été compromis. Donc ça, c'est un des premiers challenges. Comment est-ce qu'on va se positionner au niveau du SOC pour pouvoir détecter des comportements anormaux qui apparaissent comme légitimes? Deuxième sujet, deuxième challenge, je vous parlais de ces règles avec ces seuils. Vous connaissez tous les grands éditeurs de SIEM du marché. Bon, ils fonctionnent tous à peu près sur le même principe. On définit une règle sur un comportement malveillant qu'on imagine pouvoir arriver sur le système d'information. Et en face de cette règle, on met un seuil, on met une réaction. Et si le comportement a lieu, à ce moment-là, la règle sonne et prévient l'analyste en disant voilà, j'ai eu 10 login fails dans moins de 10 secondes sur la passerelle VPN. Il y a quelqu'un qui essaye de trouver le mot de passe. Le problème, c'est que le paradigme de ça, c'est que toutes les règles de détection nécessitent que vous connaissiez la menace en face. Donc, par définition, vous ne détectez que ce que vous connaissez. Et aujourd'hui, on n'a pas la prétention de connaître toutes les attaques, toutes les méthodes qui changent constamment. Donc, il y a un deuxième problème qui se pose. Comment est-ce que je vais pouvoir détecter des choses que je n'avais pas imaginées, des choses assez nouvelles et qui ne permettent pas de définir une règle pour dire que si ça arrive, à ce moment-là, tu me préviens. Troisième challenge, comment parvenir à exploiter tout ça dans une masse de données qui explose. Alors, on vous dit depuis des années que la data explose, mais pour le travail des analystes, c'est des millions et des millions de lignes de code. Donc, ça devient très compliqué d'aller trouver l'aiguille dans la botte de foin qui a elle-même encore une aiguille à l'intérieur. Et c'est le rôle des analystes aujourd'hui dans cette masse de données de trouver ces fameux signaux faibles. Très compliqué aujourd'hui d'un point de vue temps, outils, mais de manière visuelle aussi. Comment est-ce que de manière rapide, un analyste peut voir un comportement déviant au travers des millions de lignes qu'il peut lire sur un écran noir? Dernier challenge du SOC, comment est-ce qu'on peut maintenir constamment la qualité de la détection du SOC? Ça, c'est un des plus gros challenges pour moi. Pour être dans le milieu du SOC depuis plusieurs années,
je mets au défi n'importe quel SOC de dire, est-ce que tu es capable de me dire quelles sont tes règles qui sont efficaces, lesquelles sont à jour, me prouver qu'elles sont toutes pertinentes. Et clairement, aujourd'hui, c'est un challenge parce que la menace évolue, les seuils évoluent, le comportement du système d'information évolue, et le fait de maintenir constamment ces outils de détection avec un peu cette ancienne méthode, avec des règles, des seuils, ça devient un travail de titan. Donc, il faut forcément trouver des nouveaux biais qui vont nous permettre d'adapter la qualité de la détection en fonction de la menace qui évolue tous les jours. Donc vous l'avez compris, bien entendu, ces nouveaux challenges, on essaye de les adresser avec des nouvelles techniques comme le machine learning. La première chose que va nous permettre de faire le machine learning, c'est d'utiliser des algorithmes. Alors derrière, comment ça se passe? C'est des équipes de data scientists en fait, qui sont présents, qui testent, parce qu'il n'y a rien de magique, des algorithmes. Il faut absolument en input, en entrée, une data de qualité. C'est pour ça que une des manières dont on approche les projets SOC, c'est avant tout des projets de data. Comment est-ce que je collecte de la donnée de qualité? Comment je la normalise? Comment je l'enrichis? Comment je la structure pour pouvoir la donner à des algorithmes? On essaye, il y a des choses qui sont pertinentes, des choses qui ne le sont moins. Mais en tout cas, une des premières choses que ça nous permet de faire, c'est de détecter ces fameux comportements anormaux qui paraissent comme légitimes, ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Je prends un exemple tout bête. Le credential d'un administrateur a été volé par du phishing, par exemple. L'attaquant va se connecter pour tester ce credential. Le trafic est vu comme légitime. Il n'y a pas de login fade, ça se passe bien. Par contre, la manière dont la personne va se comporter avec ce login mot de passe va être différente de l'administrateur classiquement. Il va peut-être se connecter à des plages horaires qu'il ne fait jamais. Il va peut-être générer un trafic différent. Il va peut-être avoir des adresses IP de connexion pas du tout habituelles. Et en fait, c'est l'ensemble de ces signaux faibles que le machine learning va être capable de digérer. Et en ayant appris du système d'information pendant des semaines, voire des mois, il va pouvoir nous dire, c'est bizarre, cet administrateur, il se met à se loguer sur des machines, il le fait jamais, il le fait sur des plages horaires différentes, et le trafic qu'il génère en plus dans son activité est pas du tout dans les normes habituelles. Donc là, on touche le comportement de l'utilisateur qui va nous permettre de dire, il y a un soupçon derrière l'utilisation de ce compte qui pourtant n'a fait aucun signal fort, en tout cas de compromission type login fade. Autre challenge qui est relevé aujourd'hui par le machine learning, c'est augmenter cette fameuse productivité pour les analystes. Je vous montrerai quelques visuels pour terminer, mais on a effectivement des choses extrêmement visuelles qui vont nous permettre de mesurer le comportement de ce système d'information, de voir comment il évolue, et on va être capable, par des associations de points, des choses qui vont diverger, on va tout de suite pouvoir attirer l'œil de l'analyste, qui en quelques clics va pouvoir cliquer dessus et va pouvoir mener une investigation. Le petit revers de la médaille du machine learning, c'est que lorsqu'on fonctionne avec une règle qui sonne, on sait exactement pourquoi elle sonne. On lui a dit, bah, s'il se passe ça, tu me préviens. Le machine learning, lui, il va sonner, mais on ne sait pas pourquoi. Il nous dit juste, il y a une déviance de comportement, donc ça nécessite un peu plus d'investigation, souvent plus d'échanges avec le client. Pourquoi est-ce que cette machine, qui n'a jamais communiqué avec ce serveur applicatif, pourquoi tout d'un coup elle se met à le faire? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc, il y a une nécessité d'apprendre aussi au fur et à mesure avec le client. En revanche, on est capable très rapidement pour les analyses de sortir ces comportements et avec une bonne base de connaissances, on est capable d'isoler des comportements anormaux mais tolérés de ceux qui sont anormaux et de ceux qu'on ne tolère pas. Le machine learning va nous permettre aussi de s'adapter à des environnements qui sont en constante évolution. Le but, c'est de ne pas écrire ce qu'on doit détecter en dur, mais de le laisser apprendre le changement du système d'information, le nombre d'utilisateurs qui augmente, le nombre de endpoints qui augmente. Tout ça, ça va être quelque chose qui va digérer au fur et à mesure et il va s'adapter à la montée en puissance du système d'information et va être capable, en temps réel, d'adapter sa détection. Alors que si vous utilisez des règles avec des seuils, encore une fois, bah, le seuil que vous mettez, il faut le mettre à jour parce que il y a plus d'utilisateurs, il y a plus de trafic, ça a commencé à générer trop de faux positifs. Alors on va mettre un coup de tournevis dans la règle et en fait, on passe son temps constamment à adapter des vieilles méthodes de détection à une menace et un comportement du système d'information qui évolue. Alors finalement,
l'avantage aussi du machine learning, au-delà de détecter ces comportements vus comme légitimes, qui pourraient être vus comme légitimes, c'est aussi de s'adapter à la couche applicative. Autant toutes les règles statiques, et il faut encore les utiliser, je dis pas qu'il faut les mettre à la poubelle, vont être très efficaces sur tout ce qui est infrastructure et réseau, notamment sur tout ce que vous connaissez. Il faut toujours faire des bonnes règles qui détectent si un compte administrateur est créé et que dans moins de 2 minutes il est supprimé. Bon, il y a une forte chance que quelqu'un a élevé ses droits et a souhaité supprimer ensuite son compte. Et encore une fois, le 2 minutes pourrait être discutable. Ça pourrait être 3, ça peut être 5 minutes. Et encore une fois, on est confronté à un problème de seuil. Les déviances connues, on peut aussi aller les chercher avec des règles dites évoluées. Ça, c'est plutôt intéressant. Des règles dites as a code. On code directement en Python une règle qui va nous permettre de faire des contrôles assez exhaustifs. Mais là où le machine learning va être vraiment intéressant, c'est pour attaquer la couche applicative. Parce que par définition, c'est des logs très spécifiques. C'est pas facile à normaliser comme on le fait avec des logs d'un firewall ou les logs d'un annuaire. Donc, comment comprendre ce fonctionnement? On accompagne notamment des plateformes aujourd'hui qu'on sécurise comme Doctolib. Lorsqu'on fait le SOC de Doctolib, ils viennent nous voir et je leur dis vous avez des firewalls, vous avez des annuaires, vous avez des proxys, c'est ça qu'on va surveiller. Ah non, mais pas du tout. En fait, vous allez surveiller que de l'applicatif. Et derrière, c'est pas encore une fois avec des approches classiques, avec des règles qu'on arrive à détecter ce type de choses. Il faut aller vers des algorithmes qu'on est capable rapidement d'adapter. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va toucher le comportement de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Est-ce qu'il fait quelque chose comme d'habitude? Est-ce qu'un praticien va avoir un comportement différent de d'habitude en fonction des comptes sur lesquels il peut se connecter? Est-ce qu'un patient, tout d'un coup, va se mettre à en prendre plein de rendez-vous sur la plateforme? Ce type de comportement, encore une fois, c'est là qu'on peut intervenir avec le machine learning. Alors, le machine learning, en plus, l'avantage, c'est qu'il peut nous permettre de détecter des attaques dans différentes phases de la kill chain, qu'on soit tout au début d'une attaque ou tout à la fin. Il y a tout un ensemble d'algorithmes qui nous permet à différentes étapes de le faire. Je vais les nommer très rapidement. Bon, si on prend une attaque où quelqu'un il a déjà réussi à rentrer dans le système d'information, il a passé la première barrière. La première chose qu'il va faire, c'est faire un scan. Et finalement, des fois, c'est assez difficile de repérer des scans internes parce qu'il y a beaucoup de serveurs, ils ont tous des rôles différents. Il suffit que vous soyez au moment de la journée où tout le monde se connecte, ça va faire plein de connexions. Et finalement, le scan de machine qui va être fait en interne, il peut être difficile à voir avec des règles classiques. Alors qu'avec du machine learning, on va avoir tout de suite le comportement de la machine ou de l'IP qui va scanner. On va voir tout de suite qu'elle fait un comportement qui est complètement déviant et elle va apparaître. Donc déjà, on peut voir du scan, on peut voir du brute force, bien entendu. Et puis, on peut voir des choses comme le command and control. Par exemple, un des tout premiers algorithmes qu'on utilisait, alors c'est pas du machine learning, c'est du deep learning, c'est-à-dire qu'on fait apprendre à la machine plein de choses. Et là, en l'occurrence, on lui a fait apprendre des noms de domaines pour vérifier ceux qui sont malveillants et ceux qui ne le sont pas. Ça s'appelle du DGA. C'est certains malwares, une fois qu'ils sont sur votre système d'information, pour aller chercher la charge qui est le vrai malware qu'ils vont récupérer, ils doivent communiquer avec une URL. Et cette URL, ils sont plutôt malins, les attaquants, puisqu'ils la génèrent à la volée. C'est du nom de domaine qui est généré aléatoirement. Donc, vos proxys, vos blacklists que vous voulez mettre en place, bien sûr, ne voient pas ce nom de domaine parce qu'il n'est pas encore connu comme étant malveillant. Et la machine va aller se connecter et l'attaquant va enregistrer le nom de domaine quelques minutes avant l'appel qui est fait de l'intérieur. Et là, le deep learning est extrêmement intéressant puisqu'on lui fait manger des millions de noms de domaine et aujourd'hui, avec une précision de plus de 99%, il est capable de dire ce nom de domaine vers lequel une IP communique vers l'extérieur, moi je la sens pas, ça ressemble à un nom de domaine qui a été généré aléatoirement, vérifier si ce flux est légitime ou pas. Et ça, c'est extrêmement efficace, ça s'adapte à la menace, il n'y a pas besoin de le tuner, ça a appris et ça a permis de voir ce type de communication vers l'extérieur, notamment sur des commandes and control. Pour terminer cette présentation, deux choses à retenir pour moi sur le machine learning. La première, c'est que c'est extrêmement complémentaire des techniques classiques de détection. Encore une fois, faire des règles, des seuils, c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien. Par contre, il faut absolument apporter ce niveau comportemental qui est essentiel, je le redis, pour s'adapter à la menace, pour aider les analystes en termes de visuel et être capable surtout de détecter ce qu'on ne connaît pas. Et je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes à retenir sur l'utilisation du machine learning. La complémentarité, mais elle est essentielle.
La deuxième chose, c'est que c'est assez facile de se retrouver à prendre des algorithmes, à jouer avec, à faire manger des millions de lignes de code et puis retrouver des comportements malveillants dans ces lignes de code. C'est assez intéressant. C'est très vite, on atteint les limites de l'expérimentation, puisque derrière, quand il faut le mettre en production sur plus de 80 clients, qu'il faut faire évoluer ces algorithmes, tout le cycle de maintien devient extrêmement complexe. C'est un peu toujours le proof of concept qui marche. Puis dès qu'on essaye de le mettre à une échelle un peu plus grande, c'est extrêmement compliqué. Nous, ça fait 7 ans qu'on en fait du machine learning. On a pris ce virage assez tôt. Et aujourd'hui, une des forces, c'est d'être capable de prendre en compte les remontées des utilisateurs, c'est-à-dire les analystes, d'être capable d'industrialiser tout ce cycle et surtout de maintenir l'industrialisation qu'il y a derrière ces algorithmes, parce qu'on est dans les essais, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, donc on est dans des cycles, il faut être dans des cycles agiles et il faut surtout pas sous-estimer aujourd'hui toute la partie industrialisation du process qu'il y a derrière. Je vous avais promis quelques visuels, comme il me reste un petit peu de temps. Ça, typiquement, c'est un algorithme qui apprend le fonctionnement d'un système d'information. Là, on est sur des logs d'annuaire ou de firewall. Bon, on voit typiquement que c'est une semaine, donc on a les 5 jours de la semaine avec le pic de connexion du matin et le deuxième pic après la pause déjeuner. On voit que le week-end, il y a une samedi et surtout le dimanche, il y a une activité qui baisse. Et on va être capable, sur ce type de fonctionnement, d'avoir une zone grise qui est ce qu'on attend du fonctionnement du système d'information. Voilà, ça fait 1 mois, 2 mois qu'on voit comment les gens se connectent, à quelle heure, quel trafic ils génèrent. On va avoir tous les points qui sont la mesure en temps réel qui est faite par l'algorithme. Et tout d'un coup, vous pouvez avoir des points qui s'isolent complètement et on va être capable, en cliquant dessus, de comprendre qu'il y a un annuaire qui se comporte pas comme d'habitude, il y a un utilisateur qui génère pas le même trafic et on va être capable ensuite de mener une investigation. C'est tout l'avantage, extrêmement visuel, ça apprend tout seul et ça permet de voir ce qu'on appelle des signaux faibles qui vont être très difficiles à manager. Par exemple, un des derniers challenges du SOC, ça peut paraître un petit peu bête, mais c'est surveiller la bonne collecte des logs. Alors, tout le monde pense que les logs, c'est facile à collecter, que c'est robuste depuis des années. Je vous assure que c'est un vrai challenge d'être capable, sur des gros systèmes d'information, de savoir comment chaque source envoie des bons logs. Est-ce qu'on est sûr d'avoir la bonne quantité? Si vous travaillez avec des règles, avec des seuils, bon courage, parce que vous allez dire, j'attends de ce groupe d'annuaires environ 20 gigas de logs par jour. Donc, s'il y a plus ou moins 5 gigas, tu vois qu'il y a un trafic qui est en dessous, tu me préviens, c'est peut-être qu'il y a un problème sur la collecte. Bon, ça, vous allez passer votre temps à générer des faux positifs, ça va être très compliqué. Puis vous êtes sûr que s'il y a un annuaire qui se met à plus cracher parmi toutes les sources, vous ne le verrez pas parce que dans la masse, globalement, le trafic, il n'a pas bougé. En revanche, avec du comportemental, chaque machine, on connaît son comportement tous les jours, on sait ce qu'est le trafic, ce qu'elle envoie comme trafic, et on va être capable instantanément de dire cette source, elle s'isole, elle ne génère plus le bon volume de logs et je suis capable de voir qu'il y a un problème de collecte derrière. Donc ça, c'est une autre adaptation du machine learning et c'est ça la puissance de ces algorithmes, c'est qu'on est capable, par l'analyse du comportement, de trouver des déviances qui peuvent s'appliquer à la cybersécurité en termes de défense, mais aussi à des notions d'infrastructure comme la collecte dans un SOC. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu sur l'utilisation du machine learning. Si vous voulez en savoir plus, il y a le stand Advance. On sera ravis de vous faire des démonstrations. Et puis, je vous souhaite un très bon FIC. Merci Arnaud. Il est à quel endroit le stand? Derrière, là-bas? Ok. C'est au sud-est. C26. Voilà. Merci.